Bonjour, bienvenue sur l'internaute.com. Question Argent, votre rendez-vous des experts viennent vous répondre à vos questions pour vous aider à bien gérer vos finances personnelles. Et aujourd'hui, nous allons parler d'imposition. Vous savez, c'est bientôt la fin de la déclaration pour le revenu. Dans quelques jours, si vous déposez la version papier, eh bien, ça sera terminé. Et après, vous avez encore un petit délai pour les versions Internet. Alors, pendant 1 heure, eh bien, des inspecteurs des finances publiques vous répondent en direct. Et nous recevons pour cela aujourd'hui Christine Canu et Camille Beauvieux. Bonjour. 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 À mes côtés également Stéphane Gombaud qui va modérer toutes vos questions. Et nous démarrons tout de suite avec la question de Marc qui nous dit « Bonjour, j'ai effectué ma déclaration d'impôt sur Internet. J'ai oublié de cocher une case et de ce fait, ma fille étudiante n'est plus rattachée à mon foyer fiscal. Est-ce que je peux corriger cette erreur ?» Oui, bien entendu. On peut corriger une déclaration en ligne autant de fois qu'on le souhaite jusqu'à la date limite prévue pour le département où vit un usager. Donc aucune difficulté, il peut revenir sur sa déclaration, pas de problème, et corriger. Jusqu'au terme de la date limite. Tout à fait. Donc 3 dates pour déclarer ses revenus en ligne en fonction du département où vous vivez. Le 27 mai pour les personnes qui vivent dans les départements 01 à 19. Le 3 juin pour les personnes qui vivent dans les départements 20 à 49. Et puis le 10 juin pour les personnes qui vivent dans les départements 50 et jusqu'au département des DOM. Très bien. Question de Claude. La réfection d'une toiture est-elle déductible ? Déductible des revenus ? Oui, bon. Je comprends ça. D'accord, déductible des revenus, non. La réfection d'une toiture n'ouvre pas droit à réduction d'impôt non plus, ni à crédit d'impôt. D'accord. Donc on fait les travaux et voilà, ça ne rentre pas dans le crédit du développement durable non, le crédit développement durable concerne l'isolation des toitures uniquement. Une isolation qui respecte certaines conditions et qui est effectuée sur l'ensemble de la toiture. Mais la réfection de la toiture en elle-même n'ouvre pas droit au crédit d'impôt. D'accord. Donc si la réfection, donc la partie isolation, on améliore l'isolation, cette partie des frais sera déductible ou sera éligible au crédit d'impôt. Par contre, si c'est juste de refaire la toiture de manière classique, là par contre c'est donc pas inclus. Voilà, le crédit d'impôt développement durable est destiné aux dépenses qui économisent l'énergie, qui sont destinées à économiser l'énergie. Question de Patricia. Bonjour, j'ai fait 2 dons, l'un à la recherche, l'autre à des œuvres des pupilles des pompiers. Ces 2 dons doivent-ils être déclarés dans la même case ? Pupilles des pompiers et... Oui, et une association pour le Téléthon. Oui, c'est la case autre don qui s'intitule autre don. Et c'est la case 7UF. D'accord. Moi, je comprends dans la question de Patricia, c'est est-ce qu'on doit détailler le type de don que l'on fait ou est-ce qu'on met la somme globale ? Alors, on met la somme globale. Ouais. On met la somme globale. Il est possible, lorsqu'on déclare en ligne, de détailler les organismes auxquels on a versé. Et pour compléter la réponse, il y a 2 types de dons possibles, ceux aux œuvres d'intérêt, enfin aux associations d'intérêt général, et puis un autre dispositif pour celles qui aident les personnes en difficulté. Et là, effectivement, il y a 2 cases, soit en déclaration en ligne, soit sur la déclaration papier, pour bien distinguer les types de dons qui n'ouvrent pas droit à la typologie d'induction. Si on d'accord, donc faire attention à quel taux on est éligible. Voilà, exactement. Et ensuite, par contre, à chaque fois, on met l'ensemble des sommes et on ne détaille pas. Non, c'est pas la peine. Et si on dépose une déclaration papier ou par Internet, on conserve précieusement ces justificatifs. Il n'est pas nécessaire de les adresser à l'administration et on ne les produira que si l'administration fiscale les demande. D'accord. D'autres questions, Stéphane ? Oui, on a une question de Michel qui nous dit « Bonjour, j'habite depuis 6 ans avec une personne divorcée comme moi. Nous vivons en union libre et qui bénéficiait comme moi d'une demi-part en rapport à un enfant. Or, nous venons de perdre cette demi-part. Pourquoi ?» La question de Michel. Alors c'est consécutif à une évolution législative, effectivement. Il existait une majoration de quotient familial pour les personnes qui avaient élevé un enfant pendant 5 ans sans la condition de vivre seul. Donc il y a eu une sortie progressive du dispositif et donc à compter des revenus 2013, ce dispositif ne s'applique plus et les usagers ont été accompagnés dans la sortie de ce dispositif puisque notamment on leur a mis un petit message sur leur déclaration de revenus papier ou aussi par Internet pour attirer leur attention sur le fait que le dispositif avait pris fin à compter des revenus 2013. D'accord, donc Michel a dû avoir ce message Tout avec à sa fait. déclaration. Mais ce dispositif existait uniquement pour les personnes qui vivaient seules, donc pas en concubinage. Donc là, il n'est d'ores et déjà pas éligible au dispositif.
D'autres questions, Stéphane? Oui, donc on a une question de Maude de Sergi qui nous dit bonjour, je me suis pacsé et j'ai eu mon premier enfant en 2013. Combien de déclarations faut-il remplir? Alors, donc il y a une évolution de la législation depuis quelques années sur les modalités déclaratives en cas de changement de situation de famille. Maintenant, il faut déposer une seule et unique déclaration l'année de l'événement où on se marie ou on se paxe. Il y a la possibilité toutefois uniquement au titre de l'année du mariage ou du paxe de choisir une taxation séparée des revenus entre les deux personnes qui se sont mariées ou paxées. Je pense que la meilleure solution c'est de faire ses comptes. Sur le site impôts.gouv, il y a un simulateur de calcul. Donc mieux vaut aller sur ce simulateur de calcul et puis regarder ce qui est le plus intéressant fiscalement parlant. Est-ce qu'il vaut mieux déposer une seule déclaration sur laquelle on mettra l'ensemble des revenus des deux personnes qui se sont mariées ou paxées, ou alors si au contraire, juste pour l'année de l'événement, on choisit de déclarer séparément. Et le fait qu'il y ait un enfant la même année, est-ce que c'est un élément supplémentaire qui vient changer ce que vous venez de nous dire? Mais je pense qu'il faut faire les comptes en fonction des revenus des personnes. Et puis parce après, que si l'enfant l'attribue à l'un ou à l'autre. Voilà, si on il faut déclare choisir, séparément. Il faut choisir l'une des deux déclarations si on déclare séparément. Voilà. Très bien. D'autres questions, Stéphane? Oui, on a une autre question de Gilles d'Angers, qui est marié en 2013, qui a 2 enfants avec une femme, donc il y a 2 enfants sans père. Et la question qu'il pose est de savoir est-ce qu'il peut rattacher à leur déclaration commune ces 2 enfants? Il a 2 enfants. 2 enfants donc qui sont de sa femme, mais qui ne sont pas de lui. Ah oui, oui, bien sûr. Il peut, dès lors qu'ils sont mariés, ils vont déposer une déclaration, comme on vous a dit tout à l'heure, une déclaration commune en principe, l'exception étant l'option pour la déclaration séparée. Donc s'il dépose une déclaration commune, il déclare les enfants, il rattache les enfants ou il compte à charge les enfants de l'un et de l'autre des conjoints. Et pour compléter, est-ce que le fait que ces enfants soient de nationalité française ou pas change la donne si c'était des enfants ou parce que la femme en question serait d'un autre pays, ça ne change pas l'attribution? Non. Dès lors qu'ils sont mariés ou pacsés, les enfants de l'un et de l'autre des conjoints sont comptés à la charge du foyer fiscal. D'autres questions, Stéphane? Oui, donc une question de Christian, le canet des morts, qui nous indique qu'il héberge sa mère, sa fille, son petit-fils, son fils, et demande s'il peut avoir à ce titre une réduction, et demande à quoi il peut prétendre exactement sur sa déclaration d'impôt. Alors, il héberge sa fille, son fils? Sa mère, sa fille, son petit-fils et son fils. Il héberge. Il héberge toute la famille. Voilà. Tous les ascendants et descendants semblent être dans la même maison. Alors, pour ces enfants majeurs qu'il héberge avec leurs propres enfants, c'est ça? Oui, son petit-fils. L'éducation par rapport à cette question. D'accord. Oui, je comprends ça aussi, puisque sa fille a un enfant et l'enfant était également hébergé chez Christian. Pour les enfants majeurs qu'il héberge et dès lors qu'ils n'ont pas de ressources suffisantes, je suppose, pour vivre, il peut déduire pour ces enfants l'évaluation forfaitaire nourriture-logement. S'il les a hébergés toute l'année, le montant est de 3 386 € pour chaque personne hébergée. Et pour sa mère, c'est pareil. Il peut déduire la même somme au titre des pensions alimentaires. Et de l'autre côté, les personnes qui bénéficient de cette pension alimentaire, en définitive, doivent la déclarer. D'accord. Donc c'est un montant donc c'est une pension alimentaire par personne, c'est-à-dire 3 380 € pour chaque personne. Oui. D'accord. Il cumule. D'accord. On va continuer avec une question de Jean-Marie. Il est résident et il déclare ses revenus de retraite principale en France, mais il touche une petite retraite en Belgique. Est-ce qu'il doit déclarer cette retraite en France? Si la convention belge prévoit que les pensions si la convention franco-belge prévoit que les pensions de source belge sont imposées en France pour un résident français, il doit la déclarer, il doit l'ajouter à ses pensions pré-remplies parce que sur la déclaration pré-remplie ne sont inscrites que les pensions versées par des organismes français
dès lors que ce sont ces organismes qui ont une obligation de déclaration auprès de l'administration fiscale. D'accord. Question de Jacques. Avec la fiscalisation des 10% pour avoir eu 3%, nous dit-il, il se trouve avec un montant de l'impôt qui va augmenter. Il se demande s'il pourra obtenir un échelonnement sur 4 mois. La fiscalisation de quel dispositif? Il nous parle de 10% pour avoir eu 3%. 3 enfants, pardon. 3 enfants. Voilà. Et donc il demande si, du fait de la hausse mécanique de son impôt à devoir, il pourra obtenir un échelonnement sur 4 mois. Alors, l'impôt, une fois qu'il est calculé, s'il est supérieur à celui de l'année précédente, il est automatiquement étalé sur la fin de l'année. Cependant, si cet usager rencontre des difficultés de paiement, le mieux c'est qu'il se rapproche de nos services, de son centre des finances publiques, pour expliquer sa situation et envisager avec les responsables de son service des modalités particulières de paiement. D'accord. Question de Brigitte. En remplissant la déclaration de revenus en ligne, je rencontre un problème concernant les plafonds de déduction au titre de l'épargne retraite. Étant rentré en France en octobre 2012, après plus de 3 ans d'expatriation, je pense que les montants pré-remplis sur notre déclaration sont erronés. Et elle n'en connaît pas le calcul, comment effectuer le calcul et les modifier. Modifier ces plafonds. Alors, ils sont modifiables dans la déclaration en ligne des revenus. Là, nous n'avons pas assez de détails pour lui dire comment recalculer. Mais par contre, le principe est effectivement qu'elle pourra les corriger dès lors qu'elle aura pu établir, soit en recourant à notre documentation, qui est notamment en ligne sur impôts.gouv, soit en se rapprochant de nos services pour établir le nouveau montant et remplir correctement sa déclaration en ligne. Et ce qui veut dire que si elle prend contact avec vous, il faut qu'elle prépare les différents bulletins de salaire qu'elle a eus pour qu'elle puisse répondre aux questions des différents types de cotisations qu'elle a payées. Oui, il vaut mieux qu'elle se munisse de l'ensemble des pièces pour pouvoir établir le calcul correct. D'accord. D'autres questions, Stéphane? Oui, une question de Jean de Lutherbach, s'agissant de la télédéclaration, qui nous dit qu'il a donc sur son profil internet qu'il n'a pas coché donc les 3 cases concernant la déclaration d'impôt en ligne et que malgré tout, il a reçu un mail qui l'informe que la déclaration sera 100% en ligne. Il se demande comment faire pour uniquement faire une déclaration papier. Alors, en principe, c'est un petit peu étonnant parce qu'effectivement, en fonction de... Donc, nos usagers peuvent choisir depuis l'année dernière de ne plus recevoir leur déclaration papier voire même de ne plus recevoir leur avis d'impôt ou de taxe d'habitation sous forme papier, tous ces documents étant disponibles dans leur espace particulier. Peut-être que depuis l'année dernière, l'information s'est un petit peu diluée, mais normalement, s'il n'a pas choisi cette option, il aura reçu une déclaration papier. En tout état de cause, il peut se rapprocher de nos services pour obtenir un formulaire papier. Il peut aussi le trouver sur impôts.gouv et le télécharger afin de le remplir et de le renvoyer à nos services, sachant que puisqu'il a déjà déclaré en ligne ses revenus, il sait quand même que c'est un service qui est très simple et très sécurisé, donc il faudrait mieux l'inciter à conserver ce mode de déclaration plutôt que de revenir au papier. D'accord, mais c'est toujours possible, bien sûr, c'est toujours possible. D'autres questions, Stéphane? Oui, on a ensuite une question de Joël qui demande où indiquer sur ma déclaration par Internet pour 2013, suite à une vente effectuée en décembre 2013, le montant de la plus-value immobilière figurant sur le formulaire 2048 immobilier SD. Alors, les plus-values immobilières sont à déclarer sur la déclaration 2042 C papier, et donc la ligne s'intitule 3VZ, uniquement le montant des plus-values imposables. C'est-à-dire le notaire a calculé une plus-value au moment de la vente, il a calculé le montant de la plus-value imposable parce qu'il peut y avoir des exonérations, des abattements pour durée de détention, et donc c'est le montant de la plus-value imposable qui doit être déclaré. Et sur la déclaration de revenus, il n'est pas à nouveau imposé, mais il est retenu pour le calcul du revenu fiscal de référence. Très bien. Autre question, Stéphane? Oui, une autre question donc de Sylvie de Nice qui demande comment déclarer ses revenus en ligne pour la première fois. Cela ne fonctionne pas en indiquant les 3 questions demandées. Numéro fiscal, numéro télédéclarant et montant d'imposition précédente. Alors,
il faut bien que cette personne s'assure d'avoir les bons documents en main. En fait, ce qu'elle doit avoir sous les yeux quand elle se connecte à la déclaration en ligne et puis plus généralement à son espace particulier, c'est sa déclaration des revenus 2013, celle que l'administration vient de lui envoyer, et son dernier avis d'impôt sur le revenu qu'elle a dû recevoir aux alentours d'août 2013. Donc sur sa déclaration, elle va trouver son numéro fiscal, son numéro de télédéclarant, et sur son avis d'impôt, sur la première page, dans le cadre Vos références, elle va trouver son revenu fiscal de référence. Ce sont ces 3 identifiants dont elle a besoin pour se connecter une première fois, et elle pourra ensuite choisir la procédure d'entrée dans le service par mot de passe, ce qui sera beaucoup plus simple, puisqu'après elle aura juste besoin de son numéro fiscal et de son mot de passe. Donc je pense qu'il faut bien qu'elle vérifie le millésime des documents qu'elle a sous les yeux, et normalement avec ces documents-là, elle ne devrait pas rencontrer de difficultés. Ce qui veut dire que si elle s'est trompée d'année, qu'elle a pris par exemple l'avis d'imposition d'il y a 2 ans, voilà, elle peut rencontrer de la difficulté qu'elle nous décrit. Voilà, et puis surtout, bien prendre sur l'avis d'impôt le revenu fiscal de référence qui figure sur la première page de son avis dans le cadre Vos références. Reçu en septembre dernier. Août ou septembre 2013. Question de Jacqueline. À quoi correspond le chiffre inscrit sur sa déclaration en ligne 6DE? Ce chiffre, c'est 8. Et voilà, je voudrais comprendre à quoi correspond ce 8 dans la case 6DE qui concerne la CSG. Cette ligne, c'est la ligne qui indique la CSG déductible. Donc la CSG déductible qui a été calculée de façon automatique, elle a été calculée à partir de la CSG qui avait été calculée l'année précédente sur des revenus du patrimoine, c'est-à-dire revenus de capitaux mobiliers ou revenus fonciers. Compte tenu du montant, je pense qu'il s'agissait de revenus de capitaux mobiliers de faible montant. De faible montant, donc ce qui peut lui paraître étonnant, ce chiffre 8 du coup. Oui. Mais donc il vient en déduction de son revenu imposable. D'accord. Alors pour poursuivre un peu avec les questions autour des petits soucis rencontrés pour démarrer la déclaration en ligne notamment, on a une question de Mohamed qui nous dit « Je souhaite valider ma déclaration de revenus, je n'ai pas ma déclaration ni mon numéro avec moi, comment faire ?» Eh bien, il faut qu'ils se rapprochent de nos services qui l'aideront à se procurer les identifiants avec un ensemble de vérifications pour être bien sûr qu'ils ont affaire à la bonne personne. Et donc, il pourra obtenir les renseignements nécessaires et ensuite commencer sa déclaration en ligne par Internet. Et il faut qu'il se rapproche du centre des finances publiques le plus proche de son domicile où est attaché la déclaration. Voilà, de son service des impôts des particuliers, effectivement. Alors, il peut consulter son avis d'impôt, par exemple, ou sa déclaration de l'année dernière s'il n'a pas déménagé. Et sur ces documents figurent les coordonnées du service qui est compétent pour traiter son dossier. Très bien. Alors, pendant que vous répondiez aux questions, on a eu pas mal de questions autour de propriétaires bailleurs, autour des revenus fonciers. Stéphane, on en a quelques-unes. Oui, donc on a une question de Thérèse Marie d'Ambilly qui nous dit qu'elle a acheté un appartement qu'elle met actuellement en location et elle se demande quels sont les frais qu'elle peut déduire donc, de ses revenus fonciers, donc que ce soit les frais d'agence immobilière, les frais de notaire, comment ça se passe. Et elle demande par ailleurs si aussi il faut intégrer à ses revenus locatifs la caution payée par le locataire. Alors, de façon générale, les charges qui sont déductibles des revenus fonciers, ce sont les charges engagées pour l'acquisition ou la conservation du revenu. Ce ne sont pas les charges liées à l'acquisition du logement. Donc, ce que vous indiquiez, les charges d'agence immobilière, tout ça, les frais d'entretien du logement, les charges versées au syndic, toujours pour l'entretien du logement et le fonctionnement de l'immeuble, tous ces frais-là sont déductibles des loyers qui vont être déclarés, ainsi que les frais d'emprunt s'il y a eu un emprunt pour l'acquisition du logement. Mais donc tout ce qui est les frais de notaire et le coût d'acquisition du logement ne sont pas déductibles. Très bien. Et s'agissant de la question de la caution versée par le locataire? Alors la caution versée par le locataire au départ n'est pas à déclarer. Et donc à la fin, lorsque le propriétaire va restituer cette caution au locataire, il ne faudra pas non plus la déduire, bien évidemment. D'accord, très bien. On poursuit. Oui, on a une autre question de Pierre de Palavas qui indique donc il a confié la vente d'un appartement à une agence immobilière qui ne trouve toujours pas d'acquéreur et qu'il est spécifié qu'un déficit foncier n'est acquis que si il continue à louer pendant 3 ans. Dès lors, la question qui se pose est de savoir est-il possible de déduire ce déficit sans remise en cause
et rappel après la vente. Alors le déficit foncier, il a été constaté sur une année antérieure? A priori, oui. Mais ce serait plutôt sur une année antérieure. Bon, je dirais que non, le déficit foncier, il peut être remis en cause si si la location du logement ne continue pas, puisque c'est bien son intention, puisqu'il a mis le logement en vente et qu'il ne procure plus de revenus fonciers. La question peut-être aussi la comprendre comme étant le fait que ce déficit, la règle c'est qu'il faut louer pendant 3 ans. Ouais. Et de savoir si on vend le bien pendant ces 3 ans, est-ce qu'on perd le bénéfice du déficit foncier? Oui, puisque la location est interrompue. La condition des 3 ans n'est pas remplie. Donc voilà, l'imputation du déficit peut être remise en cause. Pour conserver le bénéfice du déficit, il faut que la vente intervienne après 3 ans. Pour voilà, au moins sur les 3 premières années, on puisse... D'accord. Après la 3e année d'imputation du déficit. On continue toujours avec les frais que l'on peut éventuellement mettre dans le cadre du déficit foncier, Stéphane. Tout à fait. Donc on a une question de Mireille à ce sujet. Donc il y a un appartement qu'elle a loué à un locataire et qui ensuite donc, qui a quitté l'appartement. Entre ce locataire et le locataire suivant, elle a donc eu des frais EDF, des factures d'électricité et de chauffage. Et elle se demande est-ce que ces factures sont déductibles de ses revenus fonciers alors même qu'il n'y avait pas de locataire à ce moment dans l'appartement. Oui, alors la période transitoire entre 2 locations ouvre droit à déduction des charges parce qu'elle va à nouveau déclarer des revenus fonciers. De toute façon, elle en a déclaré avant, elle va en déclarer après. Et donc, sur ces déclarations de revenus fonciers, elle peut déduire les charges qu'elle a engagées au cours de la période de vacances du logement. Très bien. Donc ensuite, on a une question de Yannick qui indique « J'ai omis depuis plusieurs années de déclarer les sommes prélevées par mon entreprise pour mon épargne retraite. Est-il possible sur la déclaration 2014 de déduire des cotisations d'épargne retraite versées par exemple en 2011, 2012, 2013, tout en respectant le plafond disponible ?» Alors l'annualité de l'impôt veut qu'on ne déduise d'une année que les sommes qui ont été payées au cours de cette année. Mais si il a droit à déduire ces sommes, évidemment, il peut faire une demande auprès des services fiscaux et on déduira la somme en question. Simplement, les sommes qui sont prélevées par l'employeur au titre de l'épargne retraite d'entreprise sont déduites par l'employeur également du montant du salaire imposable. Donc je ne suis pas sûre qu'il a oublié de déduire ces sommes. Je pense plutôt que les sommes ont déjà été déduites par l'employeur lorsqu'il lui indique le montant de ses salaires imposables. Donc Yannick, vérifiez bien cet aspect de savoir si les cotisations, les sommes prélevées ont bien été déduites. Voilà. Parce que du coup, là, il y aura un incident à un moment donné. C'est-à-dire si elles n'ont pas été déduites et si elles ouvrent droit à déduction, évidemment, il pourra faire une réclamation et on rétablira l'impôt de chacune des années concernées. Très bien. On poursuit avec question de Elia qui nous dit « J'avais opté pour le prélèvement libératoire sur les intérêts des capitaux mobiliers. À compter de la déclaration des revenus 2013, ces intérêts doivent être déclarés avec les retraites et salaires. Je remarque cependant que la banque a crédité mon compte des intérêts diminués de tous les prélèvements. Impôts, CSG habituels. Qu'en est-il » Alors, les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas ajoutés aux salaires et aux pensions. Il y a une rubrique revenus de capitaux mobiliers sur la déclaration. Ces lignes sont pré-remplies, comme sur la déclaration que reçoit l'usager. Alors effectivement, il a pu y avoir un prélèvement sur ces intérêts, un prélèvement forfaitaire de 24%, ainsi que le prélèvement des contributions sociales, CSG, CRDS et autres prélèvements sociaux sur ces revenus. Mais il ne s'agit pas d'un prélèvement libératoire, c'est-à-dire que c'est un acompte sur le montant de l'impôt qui sera dû au titre de ces revenus. Donc la personne voit sur sa déclaration, elle voit le montant des revenus, des intérêts, et elle voit aussi sur la ligne 2CK le montant du prélèvement qui a été effectué. Et ce montant viendra en déduction de l'impôt calculé sur l'ensemble de son revenu. D'accord. Donc il faut qu'elle regarde tout ça et à la fin elle ne paiera pas plus que ce qu'elle ne devait. Voilà, ce qu'elle a déjà payé. Au titre du prélèvement forfaitaire impôt sur le revenu sera déduit de son impôt sur le revenu calculé au barème.
Voilà, Elia, je pense que vous pouvez être rassuré sur l'issue des sommes que vous avez déjà payées et celles que vous aurez payées au titre de la fiscalité sur les capitaux mobiliers. Et lorsque le revenu fiscal de référence de la personne est inférieur à certains montants, elle peut demander une dispense auprès de sa banque. D'accord. Une dispense de prélèvement. Question de Margot. Nous avons vendu nos PEA contractés en 2000 avec un déficit. Est-ce que cela diminuera nos impôts? Alors, lorsqu'on sort d'un PEA, depuis combien vous dites? 2000, donc il y a 14 ans. D'accord. Oui, lorsqu'on sort d'un PEA au-delà des 8 ans, on peut prendre en compte la moins-value réalisée, mais il s'agit d'une moins-value de cession de valeur mobilière. C'est rattaché à la catégorie des moins-values de cession de valeur mobilière. Et cette moins-value est imputable et déductible uniquement des plus-values de cession de valeur mobilière. Donc s'il n'y a pas de cession de valeur mobilière positive, qui ont un résultat positif en 2013, la moins-value réalisée sera éventuellement déduite des plus-values de cession de valeur mobilière réalisées pendant les 10 années suivantes. D'accord. Question de Michel. Il a une demi-part au titre d'ancien combattant et depuis cette année, sa femme vient d'obtenir une carte d'invalidité. Il se demande s'il a bien droit à une deuxième demi-part. Alors, ces deux demi-parts ne se cumulent pas. Il a droit à une seule demi-part, je crois. D'accord, c'est-à-dire que lui, il a une demi-part au titre d'ancien combattant, mais le fait que sa femme soit en invalidité ne permet pas au couple d'acquérir une deuxième demi-part. Attendez, je vais vérifier, mais je crois que ces deux demi-parts ne se cumulent pas. Peut-être rappeler que, en fonction de certaines situations, on peut bénéficier de demi-parts supplémentaires. Oui, tout à fait. En fonction de la situation de votre foyer fiscal, vous pouvez, en particulier si vous avez élevé seul un enfant, vous pouvez bénéficier d'une demi-part. Au titre de carte d'invalidité également, il existe des majorations de ce que l'on appelle le quotient familial qui vous permettent en fait de diminuer le montant de votre impôt. Non, c'est bien ça. Les deux demi-parts ne se cumulent pas. Invalidité et carte d'ancien combattant ne se cumulent pas. D'accord. Voilà la réponse Michel. On poursuit avec Lucien qui nous demande quelle adresse porter sur la déclaration de revenus d'une personne résidant dans un EHPAD depuis 2012 mais ayant conservé sa maison inhabitée. Alors, est-ce que c'est l'adresse de l'EHPAD qu'il faut indiquer ou est-ce que c'est l'adresse de la maison inhabitée? Elle peut conserver l'adresse de son domicile sans souci, elle peut conserver cette adresse et donc ça constituera toujours sa résidence principale. D'accord. Mais elle peut aussi indiquer à nos services ce qu'on appelle une adresse d'envoi, c'est-à-dire une adresse où on souhaite simplement recevoir son courrier et qui n'a pas d'incidence fiscale, notamment en termes de taxes d'habitation. Voilà. Il est tout à fait possible d'indiquer à son service des impôts des particuliers la situation un peu spéciale dans laquelle se trouvent un certain nombre de personnes âgées. D'accord, ce qui est le cas de l'EHPAD. Tout à fait. Donc ça veut dire en fait, faut notifier les deux adresses voilà. en précisant celle qui est attachée à la résidence principale et celle où les courriers doivent venir, parce qu'effectivement, si elle reçoit son courrier à sa maison inhabitée, il va falloir que quelqu'un lui rapporte le courrier à un moment donné. Non, mais elle peut signaler à nos services sa situation, recevoir d'un côté, et avoir une taxe d'habitation correctement établie de l'autre. D'autres questions, Stéphane? Oui, donc on a une question d'Éric de Rony-sous-Bois qui demande s'il est possible de déduire les indemnités versées pour les jours de congés non pris. Exemple, le paiement de jours de RTT. Est-ce que c'est déductible des revenus? Déductible? Ce serait plutôt à compter dans les revenus. Mauvaise nouvelle, Eric. Alors dans ce cas, est-ce qu'il y aurait une exonération? Exactement. Est-ce qu'il y aurait une exonération particulière du fait que ce soit des indemnités versées pour des congés payés non pris? Ou est-ce que c'est intégré dans les revenus? Oui, c'est intégré dans les revenus. C'est un revenu, c'est un salaire qu'il a perçu en plus de son salaire habituel. Très Pas bien. de chance. Une question ensuite de Dominique de La Couronne. Elle nous dit « Je suis agent à domicile, est-ce que je peux déduire mes kilomètres pour mon travail d'une personne à une autre ?» Puisqu'elle a à voyager, donc à passer d'une personne à une autre, puisqu'elle est donc aide à domicile.
Si elle ne perçoit pas de compensation de la part de ses employeurs ou de l'entreprise qui l'emploie, je ne sais pas sous quelle forme elle exerce son activité, si c'est elle qui finance ses propres déplacements, elle peut opter pour la déduction des frais réels et là faire le décompte de l'ensemble de ses déplacements professionnels et effectivement elle pourra déduire ses frais de déplacement, mais en optant pour la déduction des frais réels. Donc il faut qu'elle présente un état détaillé de ses kilométrages parcourus, en précisant, en étant dans la possibilité d'expliquer que c'est pour aller d'un emploi à un autre, et donc sous condition que ça ne lui soit pas remboursé par ses employeurs ou par un organisme qui l'emploierait chez différentes personnes. Et s'il y a une indemnité qui est versée par l'employeur mais qui ne couvre pas la totalité de ses frais, est-ce qu'elle peut déduire du montant qu'elle a dépensé, ce qu'elle reçoit de l'employeur, et à ce moment-là, elle aura une réduction sur la partie qui lui est réellement restée à charge? Voilà, il faut qu'elle ajoute les indemnités qu'elle perçoit à titre de remboursement et elle déduit les frais professionnels qu'elle a engagés en réalité. Mais donc il n'y aura en définitive que la différence qui sera prise en compte. D'accord. Autre question, Stéphane? Oui, une autre question donc de Kevin de Pierrepont. Bonjour, je suis indépendant en BNC. Mon comptable a rempli mon document 2035. Ma question se porte sur les déductions de frais engendrés par mon activité d'indépendant. Quelles sont les déductions possibles? Frais de déplacement pour mon activité, frais de repas, intérêts d'emprunt, etc. Écoutez, dans le cadre de la tenue de sa comptabilité, je ne pourrais pas répondre précisément sur les frais qui sont déductibles dans le cadre de la détermination du bénéfice non commercial. Si son comptable lui a rempli la déclaration, je suppose qu'il peut vérifier auprès de son comptable ce qui a été déduit en définitive. Mais bon, de façon générale, tous les frais exposés pour l'acquisition de ce bénéfice sont déductibles. Après, je ne sais pas quels frais précisément il souhaite déduire, mais ça se calcule dans le cadre de la détermination du revenu professionnel, donc dans le cadre d'une comptabilité. D'accord, donc dès lors que les frais ont été engagés pour son activité, ils seraient déductibles. Oui, le principe général, c'est celui-là, oui. D'accord. Question de François qui porte sur l'ISF, puisque une partie de l'ISF peut être à déclarer sur la déclaration de revenus. Et il rencontre une difficulté car il détient un bien en multipropriété et il voulait savoir quelle était la décote acceptée par l'administration fiscale et où est-ce qu'il peut trouver cette décote concernant un bien détenu en multipropriété. Vous nous permettrez peut-être de recourir à notre documentation depuis le bureau pour répondre à cette question très particulière relative à l'ISF. D'accord. Mais il est sur le site internet, on peut trouver, parce qu'apparemment sur l'ensemble des biens, il y a une grille de décote. Est-ce que pour la multipropriété, elle fait partie de cette décote ou pas? De toute façon, d'une manière générale, sur le site impôts.gouv, vous trouverez l'ensemble de la documentation qui est mise au service de nos usagers. Bien sûr, on vous apportera, et vous pourrez répondre à cette personne quand on aura compulsé précieusement notre documentation en la matière. Lui-même, on peut le renvoyer vers impôts.gouv, mais s'il nous pose la question, c'est sûrement qu'il a cherché et pas trouvé. Donc on lui répondra, on vous répondra. Donc François, voilà, regardez vos mails dans les jours qui viennent, vous aurez la réponse concernant cette décote. Question de Gilles, il vient d'effectuer sa déclaration de revenus en ligne et il s'aperçoit que dans le calcul de l'impôt proposé sur le site, il n'apparaît plus la déduction de 10%, les fameux frais, 10% de frais professionnels. Il se demande pourquoi. Cette déduction, à moins qu'il ait opté pour les frais réels, s'applique automatiquement dans le cadre du calcul de l'impôt sur le revenu. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a absolument aucune raison. En tout cas, s'il n'a pas opté pour les frais réels, qu'il se rassure, ça a bien été pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Stéphane, d'autres questions? Oui, donc on a une question de Jean-Louis d'Alia qui nous indique qu'il a effectué des travaux de jardinage avec une entreprise ADAPEI, donc Centre d'aide au travail handicapé spécialisé, et il demande s'il peut en déduire le montant et si oui, dans quelle case. Les petits travaux de jardinage peuvent ouvrir droit à une réduction ou un crédit d'impôt au titre de l'emploi à domicile, des services à la personne à domicile.
En ce qui concerne les petits travaux de jardinage, il y a une limite spécifique bon, je chercherai le montant, je vous le dirai après, et réalisé par une entreprise. Donc, une association pour des gens qui sont de travailleurs handicapés. Sous certaines conditions, les associations de ce type peuvent réaliser des travaux qui ouvrent droit à la réduction ou au crédit d'impôt, mais lorsqu'elles sont habilitées pour cette réduction d'impôt, les attestations qu'elles délivrent le mentionnent. Donc voilà, s'il a reçu une attestation qui lui permet d'obtenir une réduction ou un crédit d'impôt, il a l'attestation délivrée par l'association ou l'organisme qui lui a été délivré. Donc c'est 5 000 € la limite pour des travaux de jardinage. 5 000 €. Très bien. Donc ensuite, on a une question de Catherine, de Canette en Roussillon. Donc elle indique qu'elle est rémunérée par CESU pour la garde de sa mère, Alzheimer, reconnue depuis 10 ans. Son père vit seul à son domicile et fait une déclaration commune pour sa retraite et celle de sa mère. Est-ce qu'elle peut déclarer sa mère à sa charge, donc sans pénaliser son père? Alors, si son père fait une déclaration commune en tant que couple marié pour lui et son épouse, voilà, c'est le couple marié qui est le foyer fiscal et sa fille ne peut pas prendre sa mère à sa charge, c'est-à-dire la compter comme rattachée à son propre foyer, puisque la mère compose déjà le foyer fiscal de monsieur et madame, les parents. C'est si on cumule, parce qu'apparemment elle est rémunérée pour la garde de sa maman. Oui. Donc est-ce que le fait d'être rémunérée pour la garde de sa maman en voulant après la rattacher pour intégrer les frais de toute à sa façon, charge, est-ce que ça c'est aussi un élément qui peut empêcher de rattacher De toute façon, on ne peut pas être payé par CESU pour et obtenir et par un membre du même foyer, je veux dire. Donc déjà, la mère, sa maman, elle ne peut pas la rattacher parce qu'elle fait partie du foyer fiscal avec son mari. Et d'autre part, elle ne pourrait pas la rattacher parce qu'elle ne pourrait pas bénéficier du paiement par CESU parce que ça ne peut pas intervenir entre membres d'un même foyer. Très bien. Voilà Catherine, donc soit vous percevez le CESU, soit vous apportez une aide et à ce moment-là... En revanche, ses parents peuvent éventuellement bénéficier de la réduction d'impôt pour emploi à domicile au titre des rémunérations versées par CESU. Mais il faut bien distinguer si elle veut rattacher ses parents. Elle ne peut pas plus les être rattacher payée par ses parents pour la prise en charge. Ouais. Stéphane, d'autres questions? Oui, donc on a une question de Gérard de Boulogne-Billancourt qui indique que le CESU affirme dans son formulaire déclaration salaire que ces valeurs sont documentées dans la déclaration de revenus de votre service internet. Donc, alors qu'en réalité, il faudrait donc cliquer sur modifier votre déclaration puis mettre la valeur dans la bonne case. Donc il indique par cela, il demande est-ce que finalement, pourquoi il est nécessaire de faire cette modification, pourquoi est-ce que ce n'est pas le bon montant qui est indiqué immédiatement? Parce qu'en fonction de la situation personnelle de l'usager, les montants doivent être déclarés dans des cases différentes. Donc la déclaration en ligne des particuliers apporte un service en indiquant à l'usager globalement le montant, mais c'est à lui, en fonction de sa situation propre, de procéder à la répartition. Mais il y a déjà cette première aide de fourniture du montant. Ce qui veut dire donc qu'il est très important de bien prendre le temps de lire la déclaration pré-remplie sur les renseignements que vous avez déjà portés à la connaissance du contribuable pour qu'il vérifie que justement, en fonction de sa situation, les cases, il n'a pas à changer de case. Oui, tout à fait. Puis tout au long de la déclaration en ligne, page internet par page internet, en fonction de la rubrique où on est, il y a des boutons d'aide qui vous permettent d'avoir la documentation et les informations sur chacune des cases qui vous sont proposées à l'écran. Donc il faut effectivement pas hésiter à y recourir pour bien comprendre ce que l'on vous présente et ensuite le répartir correctement en fonction de votre situation. Ça se limite ça notamment au CESU que vous indiquez. Pour tout ce qui est traitement, salaire, etc., tout est mis dans les bonnes cases et en principe les usagers n'ont juste qu'à regarder les montants, vérifier s'ils sont corrects et puis signer la déclaration. Voilà, donc Gérard, ce n'est pas une erreur, c'est bien ça, c'est une règle de fonctionnement normale. Question de Daniel, il a fait installer une climatisation dans son habitation principale l'année dernière et il se demande s'il a le droit à une réduction d'impôt. Le seul crédit d'impôt qui pourrait s'appliquer, c'est le crédit d'impôt développement durable.
Il est destiné aux appareils entre autres, aux appareils qui sont destinés à économiser l'énergie. Donc un climatiseur, non, je ne pense pas. Il s'agit seulement des appareils qui économisent le chauffage. Le chauffage. Voilà, Daniel, vous ne pourrez pas bénéficier de cette réduction. On continue avec André qui vous demande, pouvez-vous me dire dans quelle case devons-nous déduire les frais d'avocat suite à un divorce ? En sous-jacent, est-ce que les frais de divorce sont déductibles des impôts ? Non, il s'agit de dépenses privées qui ne se rattachent à aucun revenu imposable, donc elles ne sont pas déductibles. D'accord. D'autres questions, et cette fois-ci quelques-unes sur les expatriations. On a déjà eu tout à l'heure l'occasion d'en évoquer quelques-unes. On en a d'autres qui nous sont arrivées. Stéphane. Oui, tout à fait. Donc on a une question de Lomé, de Koto. Donc il nous indique qu'il est retraité et exilé au Togo depuis 2008, ne recevant aucun document de la caisse de retraite. Que doit-il déclarer dans sa déclaration d'impôt sur le revenu, de déclaration de revenu, pardon. Donc il perçoit... Donc il est retraité, il ne reçoit aucun document de la caisse de retraite et il est exilé au Togo. Oui, donc il perçoit une retraite de source française. Oui, c'est une caisse de retraite française. Oui. Voilà. Il faudrait qu'il se rapproche de la caisse de retraite pour obtenir son décompte fiscal afin de déterminer quel est le montant de la pension de source française imposable. C'est la meilleure démarche à pratiquer pour remplir correctement sa déclaration de revenus. Mais ça fait un peu comme tout à l'heure pour le cas où c'était en Belgique. Ça veut dire que là encore, il n'est pas sûr qu'il soit imposé en France parce que c'est une... Il faut examiner la convention fiscale, effectivement, mais la première étape, c'est sans doute aussi de se rapprocher de la caisse pour déterminer s'il y a un montant imposable, lequel il est. C'est une question auquel l'administration fiscale ne peut pas répondre. Très bien. Ensuite, une question de Michel, le Chesney. Donc, ma fille est résidente en Allemagne depuis 1 an. Elle est domiciliée à Berlin. Elle travaille dans une société allemande. Elle a toujours été rattachée à notre foyer fiscal et c'est son premier emploi et paye ses impôts en Allemagne. Quelle démarche doit-elle faire pour signaler sa situation au fisc français ? Le fait qu'elle ait déménagé à l'étranger et qu'elle ne soit plus résidente fiscalement en France ? Alors qu'elle elle n'a jamais déposé de déclaration ? Non, parce que son premier emploi est en Allemagne. Il n'y a pas de démarche particulière à entreprendre dans ce cas-là. Lorsqu'on a déjà déposé une déclaration de revenus et qu'on est déjà connu de l'administration fiscale, lorsqu'on quitte la France et qu'on n'a plus de revenus de source française, donc on n'est plus amené à déposer de déclaration, il vaut bien évidemment mieux le signaler. Ça évitera les malentendus et les courriers de l'administration fiscale demandant pourquoi n'avez-vous pas déposé votre déclaration de revenus. Lorsque aucune déclaration n'a jamais été enregistrée, il n'est pas nécessaire d'engager une démarche particulière pour se signaler auprès de l'administration fiscale. Très bien. Notre question ? Une autre question donc de Jean-François Nabel, de Nabel. Bonjour, je réside en Tunisie depuis 3 ans. J'ai déclaré ma nouvelle adresse sur ma déclaration d'impôt 2012 et j'ai reçu un avis d'impôt depuis le service des impôts de Noisy-le-Grand. Je suis fiscalement en Tunisie. Que dois-je faire pour ma déclaration 2013 ? Merci de votre réponse. Donc il a quitté le territoire français. Les services de Noisy-le-Grand sont en fait le service des impôts des particuliers, des non-résidents, qui traitent tous les concitoyens qui ont quitté le territoire français, mais qui ont conservé des revenus de source française, donc qui ont des démarches déclaratives à réaliser. Donc si ce monsieur qui habite maintenant en Tunisie conserve des revenus de source française, il doit continuer à déposer une déclaration auprès du service situé à Noisy-le-Grand. Bien évidemment, il peut déclarer en ligne, c'est encore plus simple quand on habite à l'étranger, mais il peut aussi souscrire une déclaration papier en la renvoyant à ce service. Vous pouvez nous donner quelques exemples de revenus de source française que notre internaute comprenne bien Des revenus fonciers, par exemple, s'il a conservé un logement et qu'il le loue, des pensions éventuellement. D'accord. On a une question de Jean-Philippe. Il est divorcé depuis 1 an et demi et s'occupe seul de son enfant de 6 ans et se demande s'il bénéficie de la demi-part pour le parent isolé. Et il en bénéficie s'il vit seul, bien sûr. Qu'il n'oublie pas de cocher la case sur sa déclaration, la case T. D'accord, il est éligible. S'il vit seul, oui. S'il vit seul et s'il élève un enfant, il a droit à une demi-part supplémentaire. Question de Julien. En effectuant ma simulation de ma déclaration d'impôt, il apparaît que je devrais toucher la prime pour l'emploi. Est-ce possible de donner un RIB à un autre nom pour toucher cette somme ?
Alors oui, il est possible de fournir le RIB d'une autre personne pour percevoir effectivement une restitution de prime pour l'emploi. D'accord, voilà. Mais il faut préciser tout ça. On peut le faire par Internet. Ah bien sûr, oui, bien évidemment. Tout ce qu'on peut faire sur une déclaration, on peut le faire par Internet et même encore plus. Donc oui, on peut joindre un RIB à une déclaration de revenus papier et on peut aussi, dans le cadre de la déclaration en ligne, fournir ses coordonnées bancaires. C'est beaucoup plus simple pour percevoir rapidement les restitutions que vous devrez à l'administration fiscale. D'accord. On a une question de Robert. Il est en invalidité à 100% de deuxième catégorie. Il touche une rente complémentaire au titre du contrat de prévoyance de son employeur, mais il a eu un conflit avec cette compagnie d'assurance, notamment sur l'application des clauses et de calcul de la rente. Il a du coup attaqué, il a eu gain de cause, ce qui a engendré en 2013 un rattrapage important puisque ça porte à des dizaines de milliers d'euros. Il voulait savoir s'il y avait possibilité d'étaler cette prime exceptionnelle entre guillemets qu'il a reçue en 2013 sur plusieurs années dans le cadre de la déclaration. Alors, lorsqu'on perçoit des rappels de revenus qui sont afférents à plusieurs années précédentes, on qualifie ces revenus de revenus différés. Donc il y a une rubrique spécifique sur la déclaration qui permet de les déclarer. Il ne faut pas les indiquer dans les autres revenus, il faut les inscrire sur cette rubrique, c'est revenus exceptionnels ou différés. La case s'appelle 0XX et donc il faut indiquer les précisions concernant ces revenus et ils seront donc divisés par un quotient qui est fonction du nombre d'années auquel se rapportent ces revenus. Ça permet donc d'éviter la progressivité de l'impôt. Ce système permet... C'est-à-dire que si par exemple ça correspond à une période qui s'étale, on va dire, de 5 ans, on divise par 5. Si on divise par 6. Par 6. Oui. Si c'est de 10, on divise par 11. Voilà, c'est ça. D'accord. Et quant aux dommages et intérêts, est-ce que là aussi, il peut inclure ces dommages et intérêts dans la somme qu'il peut étaler ou pas? Alors, je pense que tout dépend de la qualification précise de ces sommes, mais les sommes versées à titre de dommages et intérêts ne sont pas toujours imposables. D'accord. D'autres questions, Stéphane? Oui, donc on a des questions concernant la garde d'enfants. Donc on va commencer avec une question de Lydia de Saint-Laurent-de-la-Plaine qui nous indique donc qu'elle a des frais de garde à déclarer et elle aurait aimé savoir ce qu'elle doit déclarer exactement. Donc elle a le total de ses frais de garde, mais qu'elle a reçu la CAF en partie pour payer ses frais de garde et elle a par ailleurs payé son assistante maternelle à l'aide de CESU préfinancée. Dans l'ensemble de ces sommes, quelles sont les sommes à déclarer réellement Qu'est-ce qu'on additionne, qu'est-ce qu'on retranche? Les sommes à déclarer, ce sont toutes les sommes versées à l'assistante maternelle, mais il faut en déduire toutes les aides perçues pour cet objet, c'est-à-dire les allocations familiales, enfin je suppose que c'est la page. C'est ça. Oui, ainsi que la participation de l'employeur au financement du CESU. Donc il y a une partie qui est exonérée à hauteur de 1 830 € et cette partie est à déduire du montant des dépenses qu'elle va déclarer qui lui permettront de bénéficier du crédit d'impôt. En fait, l'idée, c'est qu'on déclare les sommes qui restent à sa propre charge. D'accord, donc dans le cas de Lydia en particulier, qui a donc des CESU préfinancés à hauteur de 1 850 €, il lui faudra rajouter 20 € donc de différence aux frais de garde à déclarer. Non. Les frais de garde. C'est le total des frais de garde et on retranche toutes les sommes qui sont venues aider voilà. Lydia pour pouvoir payer ses frais de garde et les sommes restantes à sa charge, c'est ce montant-là qui doit être porté à la connaissance. Il faut inscrire sur la déclaration. D'accord. Voilà. Une autre Ensuite, question. Donc une question d'Olivier. Dave, bonjour, je suis en garde alternée pour mon fils, mais le juge des affaires familiales a validé un rattachement fiscal à 100% de mon fils dans mon foyer fiscal. Cela est mentionné sur le PV du jugement. Comment déclarer cette situation? Sur la déclaration de revenus, l'usager dispose de cases pour indiquer qu'il a un enfant à sa charge, qui n'est donc pas en résidence alternée, mais pleinement à sa charge sur l'année entière. Donc il indique le chiffre 1, donc le numéro de la case. Voilà, en fait, c'est un enfant compté à charge, normalement à charge exclusive de ce parent, fiscalement.
Puisque après, dans la réalité, la garde peut être partagée, mais si le jugement prévoit qu'il est compté fiscalement à la charge exclusive de son père le déclare comme enfant à charge. C'est sur la deuxième page de la déclaration de revenus, c'est la case F. Voilà. D'accord, parce que justement, dans sa question, il précisait savoir s'il ne fait cocher la case L, T ou H. Et en fait, aucune des trois, c'est la F. Si c'est un enfant à sa charge exclusive, qui n'est pas en résidence alors alternée. La case T, c'est en plus. Si vous voulez, s'il vit seul, il peut aussi cocher la case T. D'accord. À condition, l'enfant est pris à charge exclusive à condition que la maman ne le compte pas en résidence alternée de son côté. Voilà, il faut que les deux parents s'entendent sur la façon dont ils déclarent l'enfant. Très bien. Oui, donc ensuite, on a une question de Christophe de Coy-la-Forêt, qui indique qu'il est divorcé par consentement mutuel par jugement datant de début septembre 2012 et séparé, puisque donc sa femme a quitté le foyer. Donc sa question est de savoir, sachant qu'ils ont en garde alternée leurs enfants et il a pris à charge à hauteur de 2/3 l'ensemble des frais relatifs aux enfants. Donc sa question est de savoir qu'est-ce qu'il doit déclarer exactement dans sa déclaration. Oui, son enfant est pris en compte par le biais du quotient familial. Il déclare ses enfants en résidence alternée, donc voilà, les enfants sont pris en compte de cette façon. Et il n'y a pas d'autres déductions possibles pour d'autres frais par un autre biais. Quand bien même, c'est lui qui assume plus finalement de frais et pas à parité comme on pourrait l'imaginer. Oui, ça c'est une entente entre les deux parents. Après, puisque le quotient familial est attribué pour moitié à chacun des deux parents, chacun des deux prend l'enfant à sa charge de cette façon et il n'y a pas de possibilité de déduire d'autres sommes par ailleurs. D'accord, on ne peut pas appliquer une pension alimentaire mais raboter à moitié. Non. De toute façon, quand on prend un enfant en résidence alternée, les parents ne peuvent pas déduire de pension alimentaire versée à l'autre parent. Très bien. Question de Bruno. La contribution employeur à une mutuelle obligatoire devient imposable. Qu'en est-il des retraités qui continuent de bénéficier du soutien d'un employeur à une mutuelle devenue facultative? Sont-ils imposés également? Alors, pour les mutuelles, tout ce qui est obligatoire dans le cadre de l'entreprise est déductible du salaire lorsque c'est le salarié qui verse la cotisation. Désormais, lorsque c'est l'employeur qui verse la cotisation, cette cotisation est imposable. Ensuite, dans le cadre d'une pension de retraite, dès lors qu'il s'agit d'une cotisation facultative et individuelle, il n'y a pas de possibilité de déduction. D'accord. Question de Jacques. Comment déclarer la plus-value réalisée sur la vente de ma résidence secondaire réutilisée pour l'achat de ma résidence principale? Alors, il s'agit d'un régime d'exonération spécifique. Donc, le notaire a dû rédiger la déclaration de plus-value dans ce sens. Et la plus-value qui est exonérée à ce titre doit être indiquée sur une ligne de la déclaration. Alors, s'il s'agit de la déclaration papier, c'est la déclaration de revenus complémentaires. Et il s'agit de la ligne... Je regarde. La ligne 3VW qui se trouve sur la déclaration de revenus papier, qui se trouve page 2 de la déclaration de revenus complémentaires 2042C. D'accord. Alors c'est une somme qui ne sera pas prise en compte ni pour être imposée, ni pour le revenu fiscal de référence. Elle est à indiquer sur cette déclaration afin de suivre... l'usage de cette somme, en fait. Voilà, parce que l'exonération est accordée sous condition de remploi dans l'utilisation, de remploi dans l'achat d'une résidence principale. Et il y a un délai pour ça ou cette somme Il y a un délai. Le remploi doit être effectué, je crois, dans les 5 ans. 5 ans. Je crois. Attendez là. À vérifier. Je préfère vérifier. Donc Jacques, effectivement, en ayant vendu votre résidence secondaire, le montant utilisé donc n'est pas soumis à l'impôt. Non, c'est pas du tout 5 ans, hein, c'est 24 mois à compter de la cession.
Donc vous avez 24 mois, et si donc vous répondez à ce délai de 24 mois, vous pouvez donc indiquer dans la case qu'on va redonner 3VW. et qui voilà. Et du coup, dès lors que ça concerne bien votre résidence principale. Non. Dès lors que la cession est intervenue en 2013, il doit indiquer le montant de cette plus-value exonérée sur sa déclaration de revenus 2013. Je pense que le notaire lui a fait le calcul, lui a indiqué le montant exonéré, si c'est la totalité, pas la totalité. Et ensuite, donc, il devra, pour continuer à bénéficier de cette exonération, il devra avoir acheté sa résidence principale dans les 24 mois de la cession. Très bien, voilà qui est clair. D'autres questions, Stéphane? Oui, donc on a une série de questions par rapport à l'épargne retraite. Donc d'abord une question de Mireille de Chambéry. En 2013, j'ai touché mon PERP caisse d'épargne sous forme de capital. Il semble que je suis imposé dessus au même titre que ma retraite, alors que j'ai déjà payé les impôts dessus, puisque c'est une partie de mon salaire que j'ai économisé puis placé. Où est l'erreur? Alors, le PERP, par définition, il ouvre droit à une déduction du revenu global, hein, puisqu'on a la ligne cotisation PERP qui est déduite lors de la détermination du revenu imposable. Donc, par définition, à la base, le PERP a ouvert droit à une déduction. Ensuite, lorsqu'on perçoit le PERP en capital, vous dites? C'est ça, sous forme de capital. Alors, il a débloqué son PERP, mais pas en rente. Alors, dans le cas où vous avez demandé le versement de votre PERP en capital, vous êtes imposé selon les règles des pensions, mais vous pouvez demander à bénéficier soit du système du quotient, soit du prélèvement de 7,5%, qui se trouve, une case qui se trouve dans la rubrique des pensions. À vérifier précisément si les conditions sont remplies par cette personne. D'accord. Ce qu'on peut peut-être dire à Mireille, c'est de se rapprocher de son centre des finances publiques avec les différents éléments qui l'inquiètent. Je pense que c'est le sens de sa question. Je pense que c'est le sens de sa question. Elle a demandé à percevoir une partie de son PERP sous forme de capital, et cette partie est imposée, mais elle peut bénéficier d'une imposition plus favorable que l'imposition au barème. Enfin, selon le cas, hein, il faut qu'elle vérifie. C'est considéré comme un revenu exceptionnel, c'est ça? Non, c'est considéré comme une pension de retraite. D'accord. Mais dans le cadre des pensions de retraite, celles qui sont versées en capital bénéficient d'un taux de 7,5%. On peut opter pour cette imposition, et donc il faut déclarer la somme dans la rubrique qui est prévue sur la déclaration pour cette catégorie, imposée à 7,5%. Très bien. Une autre question? Oui, donc une autre question de Jean-François Suresnes. Bonjour, ma société a mis en place un PERCO. J'y verse annuellement une somme d'argent issue de mon intéressement ainsi que l'argent personnel. Ma société abonde une somme au prorata de la partie issue de l'intéressement. Puis-je défiscaliser de l'impôt sur le revenu les trois sommes ou seulement une partie de ces sommes? Alors, vous pouvez me répéter ce qu'il a versé au PERCO? Donc il a versé annuellement une somme d'argent issue de son intéressement ainsi que des sommes personnelles. Et sa société abonde une somme au prorata de la partie issue de l'intéressement. Donc il demande est-ce qu'il peut défiscaliser de l'impôt sur déduire donc de l'impôt sur le revenu ces sommes, ou est-ce que totalement ou partiellement? Je préférerais répondre plus tard, parce que les différentes catégories, là, ça va me demander un petit peu de recherche. D'accord, on vous envoie un mail, Jean-François, parce qu'on a votre mail, on vous répond par mail et on vous donne les détails, mais peut-être qu'on peut faire une réponse plus générale. C'est quand on est sur de l'épargne salariale, le fait de soi-même volontairement faire un versement sur un compte d'épargne salariale, est-ce que ça fonctionne comme le PERP? Est-ce que c'est considéré comme de l'épargne retraite et donc vient en déduction du plafond, ou bien ce n'est pas déductible?
C'est-à-dire tout ce qui est obligatoire dans l'entreprise est déductible, mais déjà déduit du salaire. Et donc l'abondement de l'employeur, ça fait partie de ces sommes-là. C'est un versement volontaire du salarié, par contre. Attendez, l'abondement de l'employeur n'est pas déduit du salaire, il est exonéré. Donc c'est déjà un avantage. Donc en fait, cette somme n'est pas à nouveau déductible. Et en ce qui concerne les versements du salarié, lorsqu'ils sont déduits du salaire parce qu'ils sont obligatoires et dans une certaine limite, mais je pense qu'il est dans cette limite, donc ceux-là sont déduits du salaire. Et pareil, de cette façon, l'avantage est acquis de cette façon par une déduction du salaire imposable, donc on ne peut pas à nouveau les déduire au titre de l'épargne retraite. D'accord, mais voilà, Jean-François, on vous fait une réponse plus circonstanciée dans les jours qui viennent. Une autre question, Stéphane. Oui, donc on a aussi une question s'agissant de l'épargne de retraite, de Marilyn de Talence. Bonjour, je souhaiterais savoir si je peux déclarer mon assurance décès et quels documents dois-je envoyer aux impôts. Alors l'assurance décès n'est pas une assurance retraite. L'assurance décès, c'est une assurance prise à titre individuel, mais qui ne procure pas un revenu supplémentaire pour la retraite, ce qui est l'objet en fait des déductions au titre de l'épargne retraite. C'est une épargne effectuée pour percevoir au moment de la retraite un complément de pension par rapport à la pension du régime général des salariés. Donc les assurances décès n'ouvrent pas droit à déduction. Question de Pascal. Il a des revenus fonciers et il a acquis son logement mis en location par un crédit qu'il a remboursé par anticipation. Son remboursement par anticipation a occasionné des frais. Il se demande si ces frais sont déductibles. Est-ce qu'il peut les comptabiliser dans le cadre du déficit foncier ? Dans le cadre de la détermination de ses revenus fonciers des années où il a remboursé son prêt, il a déjà déduit les intérêts. Je ne suis pas sûre qu'il puisse déduire les frais consécutifs au remboursement anticipé. Mais là, je ne suis pas extrêmement affirmative. Je ne connais pas ce point précis. Pascal, pareil, comme tout à l'heure pour Jean-François, on vous envoie un petit mail dans quelques jours, même quelques heures, pour vous donner ce détail d'information. Question de Daniel. Il a dissous son SCI et il veut savoir si les revenus générés à l'issue par cette dissolution sont à déclarer dans les revenus fonciers imposables. Mais la dissolution d'une SCI, ça veut dire que le bien détenu par la SCI est vendu, donc c'est plutôt plus-value immobilière. Chacun des associés réalise une plus-value immobilière lors de la cession du bien. Donc c'est plutôt côté plus-value immobilière que... D'accord, donc il faut déclarer les revenus La plus-value immobilière, oui, à proportion des droits détenus dans la SCI. D'accord. On a plusieurs questions sur le licenciement. On va peut-être synthétiser un petit peu les questions, car nous allons bientôt arriver au terme de notre émission. Donc très bien, donc on a une question de Christelle d'abord, donc de Varade, qui indique qu'elle a été licenciée pour motif économique en novembre 2013 et est actuellement sous CSP. Elle demande si elle a droit à un abattement sur ses revenus 2013 ou en tant que demandeur d'emploi. Elle est au chômage en contrat de sécurisation professionnelle, vous dites. C'est ça. C'est ça. Elle n'est donc pas au chômage. Je ne sais pas si... Demandeur d'emploi, mais dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle. Et elle demande si elle a droit à un abattement. Un abattement spécifique lié à son statut. Non. Non, les contrats de sécurisation professionnelle, je crois qu'ils sont à déclarer, et les revenus correspondants, parce qu'en fait, elle est rémunérée pour ce revenu. Donc, c'est un revenu de remplacement, mais qui équivaut à un salaire, donc il est à déclarer. Il est imposé normalement. Il est imposé, oui. Il n'y a pas d'avantage particulier associé à ce statut. Non.
On a deux questions, celle de Jean-Claude et de Patricia. Les deux concernent en fait la perception d'un revenu exceptionnel, dans le premier cas suite à une indemnité de rupture conventionnelle et pour l'autre à l'indemnité liée au paiement des congés payés et des RTT non prises dans le cadre de la période d'essai, du fait que ce soit des sommes plus élevées que d'habitude. Est-ce que ça rentre dans ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, à savoir la possibilité d'étaler sur plusieurs années cette somme exceptionnelle? Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était les revenus différés, c'est-à-dire des revenus qui pouvaient être rattachés à des années antérieures et qui donnaient lieu à des rappels. Là, il s'agit de revenus exceptionnels. Donc, la formule n'est pas la même. Il s'agit aussi de l'application d'un quotient. Il est systématiquement de 4, c'est-à-dire on divise le revenu par 4 pour atténuer la progressivité de l'impôt. Et on multiplie l'impôt afférent à ce quart par 4 pour obtenir l'impôt dû au titre de ce revenu exceptionnel. Mais la qualification de revenu exceptionnel s'applique en principe lorsque ce revenu excède 1,5 fois la moyenne des revenus des années précédentes, sauf dans certains cas prévus par la loi. Et donc vous dites le premier revenu qu'il a perçu, c'est la première question porte sur une indemnité de rupture conventionnelle. Et dans le deuxième cas, ça correspond en fait à l'indemnité compensatrice de préavis. Je ne sais pas si ces revenus... Bon, le principe, c'est que ces revenus doivent être supérieurs à 1,5 fois la moyenne des revenus des années précédentes. Donc Jean-Claude Patricia, peut-être voyez si ensuite, la perception de ces indemnités, elle dépasse ce plafond que vous avez indiqué, auquel cas là, il y aurait éventuellement, sous condition, la possibilité de le répartir. Et autrement, il faut déclarer la somme. Et autrement, il faut que la loi ait prévu que la condition de montant n'est pas exigée. Donc, en cas de rupture du contrat de travail, oui, cette condition de montant n'est pas exigée. Donc, pour l'indemnité de rupture conventionnelle, il pourrait bénéficier du système du quotient au titre des revenus exceptionnels. D'accord. Nous avons ensuite une question de Claire qui est un petit peu particulière, ou en tout cas compliquée, parce qu'il y a deux événements qui peuvent induire une double déclaration, et elle veut savoir comment ça se passe pour elle. Elle était séparée de son époux et il y avait une instance de divorce. Et l'ordonnance de non-conciliation a été rendue caduque à la fin de l'année 2012. Et puis en 2013, malheureusement, son mari est décédé. Et elle veut savoir si elle doit remplir 2 déclarations. Et une pendant qu'ils étaient ensemble jusqu'à la date du décès. Et ensuite une seule à partir de la date de décès. C'est le principe, en fait, en cas de décès de son conjoint. C'est bien de déposer 2 déclarations de revenus. Une du 1er janvier de l'année à la date du décès, en indiquant les revenus perçus par chacune des personnes entre ces 2 dates, et puis une de la date du décès au 31 décembre, où la personne, donc le conjoint survivant, déclare les revenus qu'il a lui perçus également pendant cette période. Ces 2 déclarations donnent lieu chacune à un avis d'impôt différent. D'accord. On va terminer avec 3 questions. La première porte sur l'amélioration de l'habitat. Elle nous est posée par Gérard. Il a fait l'acquisition d'une maison pour sa retraite et il a été dans l'obligation, nous dit-il, d'investir dans les fenêtres et le chauffage pour réhabiliter ce domicile. Sinon, il était inhabitable. Il se demande s'il peut prétendre à des réductions d'impôts. Alors, il existe un crédit d'impôt pour le développement durable, crédit d'impôt qualité environnementale de l'habitation principale. Donc, il faut que ce soit son habitation principale, effectivement. Ensuite, dans une maison individuelle, l'isolation n'est réalisée que lorsque plusieurs dépenses sont effectuées dans ce sens. Donc, les dépenses de remplacement des fenêtres dans une habitation principale, maison individuelle, n'ouvrent droit au crédit d'impôt que lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux, c'est-à-dire plusieurs actions destinées à économiser l'énergie. Ces différentes actions, ça peut être donc si le remplacement des fenêtres par des fenêtres performantes qui remplissent certaines conditions constitue une des actions du bouquet de travaux.
Il parle d'une autre dépense pour l'installation du chauffage. Oui. Donc dans les autres actions éligibles au bouquet de travaux, il y a les acquisitions de chaudières à condensation. Donc il faut que ce soit une chaudière à condensation pour que le crédit d'impôt puisse s'appliquer. Il y a aussi d'autres dépenses qui peuvent entrer dans la détermination du bouquet de travaux, mais il s'agit d'équipements qui utilisent des énergies renouvelables, donc acquisition d'une chaudière au bois, etc. Après, il faut voir exactement quelle est la dépense qu'il a effectuée en matière de chauffage. Et à ce moment-là, sur le site des impôts, il y a une note très précise qui détaille tous les matériels qui sont éligibles à ce crédit d'impôt. Voilà. Peut-être inviter Gérard à consulter votre site pour regarder et voir si le matériel qu'il a mis en place dans son logement est éligible au dispositif. Voilà, sachant que le remplacement des fenêtres n'ouvrira droit au crédit d'impôt que s'il est effectué avec une autre dépense qui constitue un bouquet de travaux. D'accord. Question de Guy. Lui a bénéficié de primes dans le cadre du certificat d'économie énergie suite à la loi POP de 2005. Ces primes lui ont été versées sous forme de bons d'achat et de primes. Il veut savoir est-ce qu'il doit déduire ces bons d'achat du montant de la dépense qui est éligible à l'impôt. Toutes les primes qui sont versées dans le cadre pour favoriser les économies d'énergie et donc l'installation d'équipements éligibles au crédit d'impôt viennent en déduction du montant de la dépense. En fait, ce qui ouvre droit au crédit d'impôt, c'est la dépense qui reste effectivement à la charge de l'usager. D'accord. Et enfin, on va terminer avec Valérie qui nous dit « Nous habitons Angers, nous étions propriétaires avec mon mari d'une maison. Il a été muté. Ils sont désormais locataires. Ils ont mis en location leur ancien appartement. Ils se demandaient s'ils pouvaient déduire 10% du montant des locations dans le cadre de cette mutation. » C'était un dispositif ancien qui est maintenant périmé. En matière de revenus fonciers, cette déduction spécifique n'existe plus depuis, je crois, déjà 2 ans. D'accord. Donc Valérie, non. Donc elle doit déclarer les revenus perçus dans le cadre de la location, la mise en location de leur logement. Voilà, des revenus fonciers de façon classique. Très bien. Merci beaucoup, Christine Canu et Camille Beaulieu, de vous être prêtées une nouvelle fois à ce jeu qui n'est pas facile, qui est de répondre en direct à toutes vos questions sans filet. Merci à Stéphane Combeau qui était à mes côtés pour modérer ces questions. Merci à Cécile Florent qui était à la technique et nous on se retrouve bientôt sur l'internaute.com pour d'autres sujets concernant vos finances personnelles.